Mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Nous examinons ce matin pour avis la mission régimes spéciaux et retraites et le compte d'affectation spéciale pension. Cette réunion va se dérouler comme suit. D'abord l'exposé de Madame la rapporteure, puis intervention des orateurs de groupe pour 4 minutes chacun. Ensuite, les questions des autres députés pour 1 minute chacun. Les réponses de Madame la rapporteure. Et nous avons quelques amendements ensuite à examiner. Je passe donc immédiatement la parole à Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, bonjour à tous et à toutes, puisque c'est comme ça qu'on dit. Dans le cadre du projet de loi de finances 2024, j'ai le plaisir d'avoir été désigné rapporteur pour avis de la mission régimes sociaux et de retraite, d'une part, du compte d'affectation spéciale pension, d'autre part. À l'issue de l'analyse de ces crédits, j'ai souhaité approfondir nos réflexions en traitant dans la partie thématique d'un sujet fondamental que nous avons paradoxalement peu abordé lors du vote de la récente réforme des retraites, qui est celui de la natalité, de la démographie en lien avec le financement de notre système de retraite. Alors tout d'abord, la mission régimes sociaux et de retraite et le compte d'affectation spéciale pension. La mission, ainsi dénommée, regroupe au sein de 3 programmes un grand nombre de régimes spéciaux de retraite, alliant des petits régimes fermés aux plus conséquents, tels que celui de la SNCF ou de la RATP. Qu'il s'agisse du programme 198, régimes sociaux et de retraite des transports terrestres, du programme 197, régime de retraite sécurité sociale des marins, ou du 195, régime de retraite des mines, de la CEITA et les divers, tous se composent de régimes anciens marqués par un fort déséquilibre démographique que l'État compense financièrement au titre de la solidarité nationale. Malgré la baisse tendancielle des crédits de la quasi-totalité des actions de la mission, ils seront en hausse de 1,50% par rapport à la loi de finances initiale 2023. Ils s'élèveront ainsi en 2024 à plus de 6 milliards d'euros. Et cette hausse s'explique par 2 facteurs. Le crédit du régime de retraite du personnel de la RATP sont en hausse de près de 10%, soit environ 75 millions d'euros supplémentaires en 2024. Et le transfert à la mission des caisses de retraite du personnel de la Comédie-Française et de l'Opéra national de Paris pour près de 25 millions d'euros. Deuxièmement, le compte d'affectation spéciale pension regroupe depuis 2006 les crédits des régimes de retraite d'invalidité dont l'État a la charge. Composé de 3 programmes, ce sont les programmes 140 pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité, qui regroupent plus de 95% des crédits de la mission, le programme 742 ouvriers des établissements industriels de l'État et le programme 743 pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre et autres pensions. Le compte d'affectation spéciale voit ses crédits augmenter de 5% par rapport à la loi initiale de 2023 et s'établit donc à plus de 67 milliards. Cette hausse s'explique principalement par la revalorisation des pensions annoncée par le gouvernement pour 2024. À l'issue de nos échanges, je vous inviterai donc à voter pour les crédits de la mission et du compte d'affectation spéciale. Sur le côté thématique, nous avons eu l'occasion d'avoir de très nombreuses auditions extrêmement riches et nous avons porté notre accent sur la natalité, la démographie et le financement de notre système de retraite. Présentée comme indispensable à la pérennité du système, la récente réforme des retraites n'a malheureusement pas permis de mener une réflexion ambitieuse sur l'enjeu de la démographie française. Pourtant, celle-ci est indissociable de la notion d'équilibre dans un système de retraite par répartition. En effet, si la durée et le niveau des cotisations et des pensions jouent un rôle certain dans la soutenabilité, un tel régime repose fortement sur les rapports entre le nombre d'actifs cotisants et le nombre de pensionnés. Ça tombe sous le sens. Dès lors, au regard des tendances démographiques actuelles, notamment de la natalité, notre système apparaît comme fragilisé à long terme. Ce constat devrait nous conduire à cesser urgemment de reléguer la démographie et la natalité au rang de variables, pour en faire au contraire, aux côtés de la productivité, que je n'aborderai pas directement dans ce rapport, un levier stratégique de financement de notre système de retraite. Sur les faits d'abord, je souhaite insister sur 4 constats issus des fameuses auditions dont je vous parlais tout à l'heure et dont nous nous devons d'informer les Français. Le premier constat, notre système de retraite à ce jour est en équilibre,
mais des clarifications seraient utiles en pratique. En 2022, après 15 années de déficit, le système de retraite était excédentaire de 4 milliards d'euros. Si cet excédent est transitoire, nous le verrons bien, les auditions ont pointé dans les débats qui l'entourent d'ores et déjà que l'excédent actuel est permis grâce à des concours financiers publics complémentaires de deux ordres. D'une part, des subventions, des transferts et des impôts affectés au bénéfice du déficit des régimes spéciaux, comme le fait la mission régimes sociaux et de retraite, aussi d'exonérations ciblées, d'avantages familiaux ou de périodes de chômage. D'autre part, les concours financiers passent aussi par des cotisations des fonctionnaires à des taux exorbitants, bien au-dessus du taux observé pour les salariés du privé. Ces crédits se retrouvent pour partie dans le compte d'affectation spéciale pension. Au total, l'État contribuerait, hors cotisation de droit commun, au tiers du financement de notre système, interrogeant ainsi une partie de l'excédent affiché pour 2022. Le deuxième constat est que malgré l'allongement de l'espérance de vie, la part des dépenses de retraite dans le PIB va diminuer, notamment sous l'effet de la réduction du niveau de vie relatif des retraités. Nous savons que la population des plus de 65 ans ne cesse de croître et que le phénomène devrait s'accentuer sous l'effet de la hausse de l'espérance de vie. De ce fait, les dépenses de retraite augmenteront en volume, mais leur part dans le PIB devrait se stabiliser, voire diminuer. Comment cela est-il possible ? Si le PIB devait augmenter, cette diminution est notamment permise par la moindre augmentation des pensions. En effet, la pension moyenne devrait passer de 50% du revenu d'activité moyen brut en 2021 à moins de 42%, voire 35% à l'horizon 2070. La conséquence, mes chers collègues, c'est que le niveau de vie relatif des retraités par rapport à l'ensemble de la population diminuera fortement. Troisième constat, les recettes diminueront relativement plus fortement que les dépenses, occasionnant un déficit annuel durable de l'ordre de 0,2 à moins 1,6% du PIB. Les déterminants de cette baisse développés dans le rapport sont divers à court et moyen terme, mais je tiens à alerter à long terme sur la baisse de la population active. Après avoir atteint son pic en 2036, cette population active diminuera jusqu'en 2070, passant en dessous de son niveau actuel à près de 30 millions d'actifs. Enfin, le dernier constat principal est que la natalité française est en chute libre. Le nombre de naissances est au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, avec 726 000 naissances en 2022. Sur le plan conjoncturel, cette baisse peut s'expliquer par le creux des naissances du début des années 90, raison pour laquelle les femmes en âge de procréer sont aujourd'hui moins nombreuses. Toutefois, sur le plan structurel, d'autres facteurs expliquent cette situation. Parmi ceux-ci, développés dans le rapport, je tiens particulièrement à alerter sur la déconstruction à l'œuvre de la politique familiale menée depuis de nombreuses années et qui porte atteinte, en fait, à la confiance des familles. Affaiblie depuis les années 70, la politique familiale a été durement touchée entre 2012 et 2017, après quoi, les courbes le montrent, la natalité a fortement chuté. Et pourtant, le désir d'enfant des familles est intact. De nombreuses études nous l'ont montré. Alors que la fécondité s'établit à 1,8 enfants par femme en 2022, le désir d'enfant s'élève, lui, semble-t-il, à 2,4 enfants. Si nous n'agissons pas, la chute de la natalité rendra insoutenable le régime actuel, le système actuel, et ni l'immigration, ni la récente réforme des retraites ne constitueront le salut de notre système. Au regard de ces constats, mon rapport explore trois voies pour assurer la pérennité du système. Le premier levier, c'est porter le taux de fécondité au niveau du nombre d'enfants désirés au travers d'une politique familiale réellement nataliste. Tout d'abord, par un soutien financier accru au travers d'une part fiscale pleine dès le deuxième enfant et à travers la revalorisation des allocations familiales permise grâce à une réorientation des dépenses actuelles. Cela passe ensuite par un soutien de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des parents, notamment au travers du développement de solutions de garde d'enfants et par une réflexion autour du congé parental, tant sur sa durée que sur son niveau d'indemnisation. Enfin, cela passe évidemment aussi par un accès simplifié au logement. Nous savons qu'il s'agit d'un des premiers éléments d'attention des familles, et notamment les plus modestes. Le parc de logements sociaux doit ici jouer pleinement son rôle en étant étoffé et mieux géré
pour qu'il soit prioritairement attribué aux familles françaises, cela va sans dire. Par ailleurs, il en va aussi de l'accès à la propriété des jeunes couples, que nous nous proposons de soutenir au travers d'un prêt public à taux zéro de 100 000 € transformé en don à l'arrivée du troisième enfant. Le deuxième levier porte, lui, plus directement sur l'accroissement et la diversification des recettes. Le taux d'activité et d'emploi des plus jeunes et des seniors doit être véritablement rehaussé. En ce sens, mon rapport préconise d'encourager l'emploi des jeunes sous toutes ses formes, au travers d'un dispositif de soutien aux entreprises et aux jeunes. Des dispositions comparables pourraient être mises en œuvre pour les seniors. Deuxièmement, le financement de notre système de retraite passe évidemment là aussi par la diversification des ressources. J'encourage à ce titre des réflexions sur une forme de capitalisation collective, à l'image du Fonds de réserve des retraites, qui pourrait constituer une piste intéressante dans l'esprit de notre système actuel, même si la solution est lourdement grévée. Enfin, le troisième levier concerne le pilotage des flux financiers du système de retraite. D'abord, la consolidation par l'État d'un solde avant subventions et cotisations exorbitantes du droit commun semblerait pertinente. De même, les auditions ont été l'opportunité de rappeler l'importance d'un contrôle de gestion ambitieux et exigeant pour éviter des situations telles que celles observées au sein de la branche famille, qui n'a pas été certifiée par la Cour des comptes en 2022. Ce sont ces trois conditions qui sont le sursaut et l'augmentation durable de la natalité, l'augmentation du taux d'activité et de diversification des retraites et le pilotage fin et ambitieux des flux financiers, avec lesquels nous pourrons, chers collègues, préserver notre système de retraite par répartition auquel, évidemment, tous nos concitoyens et vous-même sommes tous attachés. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Nous allons donc écouter les orateurs des groupes. Madame Annie Vidal pour le groupe Renaissance. Vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. La mission interministérielle régimes sociaux et de retraite assure l'équilibre financier de plusieurs régimes spéciaux de retraite, confrontés aujourd'hui à un déséquilibre démographique les empêchant de s'autofinancer. Elle regroupe un grand nombre d'anciens régimes spéciaux, dont, pour ne citer que, la SNCF et la RATP, auxquels nous avons ajouté cette année la culture. La mission compte d'affectation spéciale, quant à elle, retrace les opérations budgétaires de régime de retraite de l'agent de l'État. Toutes les missions du budget 2024 connaissent une augmentation notable qui matérialise notre engagement à soutenir le pouvoir d'achat des retraités et, de manière plus générale, de tous les Français. C'est aussi le cas, bien évidemment, pour les missions de régimes sociaux et de retraite, avec notamment l'impact de la revalorisation anticipée de 4% des pensions de retraite en juillet 2022, l'indemnité inflation bénéficiant à plus de 580 000 pensionnés, auquel s'ajoute l'impact de l'inversion du ratio pensionné-cotisant. Madame la rapporteure, vous l'avez très clairement noté dans votre présentation. Elle cumule pour ces trois programmes 6,3 milliards en augmentation de 91 millions. Le compte d'affectation spéciale pension, quant à lui, affiche un déficit en 2024 de 2,5 milliards, qui est à ce stade compensé par les soldes excédentaires cumulés sur les années précédentes. Toutefois, il est à noter qu'à partir de 2026, les excédents seront consommés et l'équilibre ne pourra plus être assuré, alors que c'est une obligation pour ce type de compte. Ces chiffres traduisent également notre politique volontariste. Les Français ont été parmi les Européens les mieux protégés face à l'inflation et en 2024, nous poursuivrons cette dynamique. Et c'est en responsabilité que nous avons voté en février dernier dans cette même commission la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant les mesures relatives à la réforme des retraites qui impactent également ces deux missions. Je me permets de rappeler que le premier objectif de cette réforme des retraites est de pérenniser le système de retraite par répartition pour lequel le comité d'orientation des retraites prévoit un déficit chronique à partir de 2023. L'équilibre des régimes sociaux reste aussi, bien entendu, une nécessité et notamment eu égard à leur coût de gestion. Tout cela, si besoin était, justifie largement la réforme des retraites, même si certains essaient encore aujourd'hui de l'abroger. Sur ces missions, le rapport qui vient de nous être présenté nous invite à augmenter les recettes de notre système de retraite et à diversifier ses sources de financement, notamment avec le levier de la natalité d'une politique familiale renforcée.
C'est une solution de long terme, pas si facile que cela à mettre en place, et de toute évidence, sans effet à court terme sur les missions que nous étudions et sur le système de retraite. Et en même temps, d'autres nous demandent d'augmenter les pensions et de diminuer le temps et la durée de travail, alors que nous nous efforçons de trouver un équilibre et de penser à l'avenir de tous les Français. Chers collègues, au-delà des postures et des déclarations, je pense qu'il est notre devoir d'agir en responsabilité et je suis convaincue que nous avons pris la bonne voie, celle de la raison et de la justesse. Merci. Madame Lavalette pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, merci. Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le rapport pour avis de notre collègue Joëlle Melin vient confirmer l'essentiel de ce que nous avons avancé lors du court débat sur la réforme des retraites et sur le financement du système. La copie est à revoir. Si la réforme du SOPT porte son lot de déséquilibres financiers que le gouvernement a semblé découvrir et qui l'ont poussé à envisager la ponction des caisses complémentaires du privé, elle ne répond pas aux enjeux de pérennité qui frappent le régime par répartition auquel les Français restent majoritairement attachés. Le gouvernement a en effet préféré ignorer les recommandations et conseils de tous les spécialistes pour se concentrer sur une hausse de l'âge légal d'ouverture des droits et de la durée de cotisation. Les réformes paramétriques se succèdent. Certains collègues envisagent d'ailleurs la prochaine, à en croire les propos du dauphin Philippe, qui rêve d'ores et déjà d'une retraite à 67 ans. Au moins, les Français sont prévenus. En éludant les enjeux de productivité et de natalité, vous coupez ainsi les deux jambes sur lesquelles repose le financement des plus de 13 points du PIB que représente l'ensemble des dépenses de retraite. Nous l'avons dit en février, nous continuerons à le répéter. Aucune des avancées sociales majeures dont la France a pu se targuer dans la deuxième partie du XXe siècle n'aurait pu se concrétiser sans une démographie soutenue et maîtrisée. Ceci n'en déplaise aux collègues de la NUPES qui ne sont pas très présents, dont les torsions idéologiques ne leur permettent plus aujourd'hui de comprendre les enjeux sociaux de demain. Si gouverner, c'est... Bon, elle est à l'air aussi, je crois. Si gouverner, c'est prévoir, chaque année perdue obscurcit un peu plus l'avenir des régimes de retraite. En 2021, le corps avait d'ailleurs revu à la baisse ses hypothèses de fécondité de 1,95 à 1,8 par couple, avec pour impact budgétaire concret, ça représente quand même 0,7 points de PIB à l'horizon 2070. La même année, le haut-commissaire au plan, François Bayrou, tirait la sonnette d'alarme. Le 17 janvier 2023, la publication du rapport démographique de l'INSEE soulignait à son tour la baisse de l'indicateur conjoncturel de fécondité à 1,8 par enfant. Ce, alors même que le désir moyen d'enfant par femme est de 2,38 quand on interroge les seuls concernés. Quelques mois plus tard, l'INSEE confirmait ses projections avec l'effrayante statistique de 1816 naissances pour le mois de mars 2023. La situation inquiète à présent jusqu'au président de la République, donc on connaît maintenant le cynisme à toute épreuve quand il s'agit de critiquer publiquement sa propre politique. Parce que oui, mes chers collègues, je l'ai déjà dit, les bébés de 2023 sont les cotisants de 2053. Mesures fiscales incitatives, congé parental, garde d'enfants pour les mamans qui travaillent, part fiscale pleine des enfants, quotient familial, universalité des allocations familiales, les propositions du Rassemblement national ne manquent pas. Si la majorité souhaite engager le chantier de la soutenabilité de notre système de retraite et plus globalement de toute la sécurité sociale pour les prochaines décennies, nous sommes évidemment prêts à en discuter pour peu que le gouvernement choisisse une autre voie que celle du passage en force comme sur ce PLFSS. Si le pouvoir en place ne change pas de logiciel, la chute de la natalité s'aggravera pour ressembler toujours plus à la catastrophe que nous observons dans d'autres pays européens et qui devrait, mes chers collègues, évidemment vous alerter, entraînant avec elle son lot de malheurs social, condamnant définitivement ceux qui n'auront pas les moyens de s'assurer une capitalisation suffisante pour leurs vieux jours. L'histoire retiendra que notre famille politique fut longtemps la seule, sous les moqueries et les injures, à avoir alerté sur cette situation comme sur bien d'autres. Mais il est encore temps d'agir, Madame la Présidente. Je vous remercie. Merci, Monsieur Viry, pour les Républicains. Oui, merci à vous, Madame la Présidente. J'observe que nos collègues de la France Insoumise n'ont pas d'idée ou n'ont pas envie de se prononcer sur cette question des régimes, donc effectivement, je prends la main. Bon, c'est un sujet, effectivement, au-delà du thème qui nous occupe aujourd'hui sur les régimes sociaux et de retraite et le compte d'affectation. C'est un sujet qui remet sur la table notre solidarité nationale et la façon dont nous avons à considérer celles et ceux qui, jadis, ont fait avancer le pays. Et moi, je suis toujours un peu mal à l'aise lorsqu'on évoque la question des retraites sans penser aux retraités, sans penser au niveau des pensions, sans penser à l'équité même des pensions. On n'est pas là que pour évoquer des chiffres, on est là quand même pour penser à ces hommes et à ces femmes qui, même s'ils sont inactifs par rapport au sens du travail, restent souvent très actifs dans la vie.
la vie associative. Que serait la France sans l'engagement des retraités dans nos associations, dans les aidants familiaux? Donc les retraités, ils méritent beaucoup de considération et beaucoup de respect. Je tenais à le dire à ce moment-là. Ils n'ont pas à subir parfois des hausses de CSG brutales et soudaines comme ils ont dû en subir. S'agissant de la question des retraites, sur comment dirais-je, l'objet de notre réunion, il n'y a pas effectivement grand-chose à dire, Madame le rapporteur, sur les 3 programmes dans chacun des domaines que vous avez évoqués. J'ai noté que vous émettiez un avis favorable à leur vote, notamment en intégrant le fait qu'il y avait une revalorisation des pensions en 2024 proposée par le gouvernement, c'est-à-dire que vous considérez que ça suffit comme revalorisation. J'aurais besoin de savoir cette réponse à cette interrogation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu mieux faire pour ces pensionnés? Après, vous placez le débat sur le compte effectivement de la natalité et plus généralement donc de la démographie et de la capacité à générer à terme et durablement des ressources pour financer notre système de retraite par répartition. Je crois qu'on va se dire les choses. Il n'y a pas d'imposture à avoir sur ces questions-là. Les constats, ils sont partagés, me semble-t-il. Les diagnostics ont été très largement posés et je crois qu'il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf. Ce sont des acquis. La question désormais, elle est de dire quelle décision, quelle politique publique pour effectivement pérenniser notre système de retraite et permettre durablement le paiement des pensions. Et vous l'avez dit, et sur ça je vous rejoins, on va vers un déficit annuel durable. Et ne pas le dire, c'est mentir aux Français et les conduire effectivement parfois à avoir, comment dirais-je, des analyses qui sont totalement erronées. Une réforme des retraites sans régler en amont la natalité, la démographie, la place du travail et sa contribution dans notre système de retraite et la responsabilisation des Français en termes de capitalisation était vouée effectivement à être insuffisante. Ça a été notre actualité au printemps 2023. Maintenant, on en est là. Il y a effectivement un projet de loi validé par un 49.3 qui fait force de loi. Et me semble-t-il, nous n'aurons pas d'autre choix que de remettre l'ouvrage sur la table dans les mois à venir, qui que ce soit qui soit en responsabilité dans ce pays. Vous évoquez, j'en finirai par là parce que c'était le thème voulu par votre propos, la natalité. Vous évoquez le taux de fécondité, le désir d'enfant. J'entends bien, Madame la rapporteure. Moi, j'ai surtout en mémoire tout ce que les Républicains ont évoqué, ont proposé depuis 6 ans que je suis député, lors de chaque PLFSS, sur cette branche spécifique de notre budget de protection sociale. Ça a été notre leitmotiv. Et nous avons été sur ce sujet-là force de proposition par des amendements qui n'ont, hélas, jamais été votés. Nous sommes encore totalement mobilisés sur cette question pour que la France ait une vraie politique de la famille, enfin dynamique, enfin incitative, avec notamment la capacité à terme, effectivement, à soutenir la natalité et à soutenir davantage les familles. J'aurais une question. Vous avez évoqué cette idée de donner une part fiscale dès le 2e enfant. Est-ce que vous pourriez, dans le cadre de nos travaux budgétaires, en définir le coût? Merci. Monsieur Falorni pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Concernant cette mission relative aux régimes spéciaux de retraite, évidemment l'essentiel des crédits concerne le régime de la SNCF. Alors si l'on remonte un petit peu dans le temps, on constate qu'il s'agit de branches d'activité qui jouissaient déjà d'un régime particulier avant même 1945. Et lors de la mise en place de la sécurité sociale, il a été décidé que ces branches d'activité demeureraient provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale. La réforme des retraites prévoit que la fermeture progressive des principaux régimes spéciaux de retraite au regard des principes d'équité et d'universalité au cœur de notre modèle social soit engagée. Et notre groupe partage, comme c'est mentionné dans votre rapport, la recommandation de la Cour des comptes de regrouper l'ensemble des régimes spéciaux de retraite dans une mission dédiée du projet de loi de finances. Et cela, à nos yeux, contribuera grandement à l'information du Parlement, plus que jamais nécessaire. Concernant la qualité du débat public, justement, le groupe démocrate se félicite également de la reprise dans le rapport de la recommandation du haut-commissaire au plan visant à mieux distinguer les contributions versées par l'État pour la retraite de ses fonctionnaires. Comme le Haut-Commissariat et comme votre rapport le rappelle, les caisses de retraite ne pourraient pas être en équilibre
sans des concours financiers publics complémentaires. L'État cotise ainsi à hauteur de 74% pour la retraite des fonctionnaires civils de l'État, voire à 126% pour celle des militaires. Donc la situation excédentaire actuelle du système de retraite est donc bien en trompe-l'œil. Comme vous le proposez, il semblerait pertinent, effectivement, de faire apparaître le solde avant les cotisations parfois exorbitantes de droit commun, ainsi que les subventions diverses. Enfin, votre rapport accorde une large place à la natalité, dont nous partageons l'importance capitale pour la pérennité de notre régime par répartition. Vous identifiez dans votre rapport 3 leviers au service d'une politique nataliste. Le deuxième levier propose ainsi de simplifier l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les parents. Voilà, alors effectivement, à un moment dans nos débats publics, et récemment, vous avez eu l'occasion de pouvoir voter ou pas, notamment sur l'article 10 du projet de loi plein emploi qui visait à améliorer la politique d'accueil du jeune enfant. En tout cas, nous l'avons voté, pas vous. En conclusion, je veux vous dire que il y a un certain nombre de mesures que je viens de souligner qui sont à reprendre, mais qu'il faut à un moment passer des paroles aux actes. Et je crois que c'est en menant des politiques, en votant des avancées substantielles, que nous arriverons à avancer. En tout cas, je veux saluer la qualité du rapport, le travail des services de l'Assemblée nationale et des auditions qui ont été organisées pour en préparer la rédaction. Merci. Monsieur Khalifert, pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Une évidence, la réforme des retraites qui a été adoptée en avril dernier par le véhicule législatif de l'article 49.3 de la Constitution aura à terme pour effet d'amoindrir l'importance de la mission que nous examinons actuellement. Si dans son ensemble, la mission accuse une faible augmentation de 1,50%, la suppression des régimes spéciaux par l'article 1er de la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 conduira, ne serait-ce que par l'objectif qu'elle s'est fixé, par dépecer progressivement la présente mission de nouveaux crédits. Le groupe socialiste et apparenté, vous le savez, s'est ardemment battu pour le maintien des régimes spéciaux et regrette un tel choix politique. Si certains régimes de retraite sont dits spéciaux, ce n'est pas parce qu'ils seraient le lieu de privilège, mais bien parce qu'ils représentent l'héritage de régimes fonctionnant sur la base d'une solidarité intraprofessionnelle ou propre à une entreprise. Ces régimes prévoient des règles de départ à la retraite spécifiques, car ils prennent en compte une pénibilité spécifique des travailleurs et cotisants, horaires atypiques, fréquence des astreintes et usure physique notamment. Or, en supprimant purement et simplement les régimes spéciaux, le gouvernement n'a pas reconnu l'ensemble de ces particularités. Pour ce qui est de votre rapport, Madame la rapporteure, j'ai attentivement lu ces lignes. Quelques-unes m'ont interpellé, notamment à la page 20. Au sein de cette page, vous dites en effet qu'à l'avenir, le niveau de vie relatif des retraités devait se dégrader. Et c'est là le problème. Dessinant un système moins protecteur, nous sommes en accord avec cette prédiction et le groupe socialiste et apparenté avait largement, en son temps, alerté le gouvernement sur ce point. Mais à cet élément, il faut ajouter une analyse qui, à mon sens, manque à ce rapport. Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, le gouvernement ne cesse d'inciter les Français à se constituer une retraite par capitalisation, notamment via le plan d'épargne retraite qu'on appelle plus couramment le PER. Clairement affiché, cette facilitation d'une retraite par capitalisation met en difficulté notre engagement pour une retraite par répartition. Seulement, ce désengagement de l'État est à craindre s'il permet certes à ce dernier de se faire quelques économies. Il est à craindre que les foyers qui n'auront pas la possibilité de se constituer une retraite n'auront d'autre choix que de subir de plein fouet la dégradation des pensions. C'est demain, c'est déjà aujourd'hui. Vous avez raison, nous accélérons la précarité. La natalité s'engouffre, notre pays s'engouffre, s'effondre, la natalité s'effondre, notre pays s'engouffre
dans la précarité. Un seul combat s'impose à nous, au-delà de nos convictions, c'est le combat pour le maintien de la retraite par répartition. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Paul Christophe, pour le groupe Horizon. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui donc la mission régimes sociaux et de retraite du projet de loi de finances pour 2024. Cette mission nous rappelle l'extraordinaire complexité qui caractérise notre système de retraite. Les régimes spéciaux, subventionnés par la mission dont nous parlons donc aujourd'hui, sont en effet pour la plupart un héritage de l'avant-guerre, avant la création du régime général en 1945, et s'y sont donc superposés. Il s'agit principalement des régimes de retraite des agents du cadre permanent de la SNCF et de la RATP et du régime social des marins, les NIM. La mission que nous examinons aujourd'hui représente 6,4 milliards d'euros de crédits pour 2024, dont 4,36 milliards pour les régimes sociaux et de retraite de la RATP et la SNCF, et sert à financer les pensions des retraités de ces régimes. Les régimes spéciaux créent des dispositifs dérogatoires pour leurs bénéficiaires sur différents critères, en raison de la particularité des métiers qu'ils exercent, et en regard, ils créent des règles de calcul, d'âge de départ et de durée de cotisation différentes, évidemment. Ils sont caractérisés par des paramètres démographiques proches et marqués par un fort déséquilibre, vous l'avez souligné, un fort déséquilibre entre les cotisants et les pensionnés. Cette mission prévoit donc en premier lieu l'intégration au sein du programme 195, à partir du 1er janvier 2024, du financement des régimes de retraite de la culture, la caisse de retraite du personnel de la Comédie Française, et la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, la CRPCF et la CROPERA. Cette intégration permettra de regrouper l'ensemble des régimes spéciaux de retraite subventionnés par l'État au sein d'une même mission, avec un objectif de clarté et de lisibilité que nous saluons. Rappelons que le projet de loi de réforme des retraites examiné depuis 2020 proposait une trajectoire d'extinction progressive de ces régimes spéciaux et ambitionnait de passer à un régime de retraite universel par points, plus juste pour tous. Les disparités substantielles qui subsistent aujourd'hui continuent d'ailleurs à susciter l'incompréhension de nos concitoyens. La loi du 14 avril 2023 de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 a permis d'avancer en ce sens avec la fermeture de 5 régimes spéciaux, dont le régime de retraite de la RATP, pour les nouveaux embauchés au cadre permanent de la RATP à partir du 1er septembre 2023, et le décalage de 2 ans des âges d'ouverture des droits aux assurés du régime spécial de la SNCF et de la RATP. Cette mission porte les traductions, finalement, de cette réforme difficile, mais courageuse et juste. En conséquence, évidemment, le groupe Horizon et à part entrée votera les crédits de la mission régimes spéciaux de retraite. Merci, Monsieur Daréville, pour le groupe GDR. Merci, Madame la Présidente. Cette mission fait apparaître les premiers effets pernicieux et dévastateurs de la réforme des retraites qui a été imposée aux Françaises et aux Français. La feuille de route que s'est fixée le gouvernement pour élaborer sa réforme, dans cette feuille de route, il a délibérément opté pour la convention comptable dite équilibre permanent des régimes. Il s'agit d'un scénario dans lequel l'État équilibre chaque année sa participation au régime de la fonction publique et de certains régimes spéciaux et dans lequel, par conséquent, il choisirait de réduire sa participation au régime des retraites. Le gouvernement aurait pu opter pour la convention comptable dite effort de l'État constant, dans lequel la contribution de l'État à ces régimes dans le PIB reste constante. D'un État comptable à l'autre, le déficit prévu dans les 25 prochaines années passe du simple au double, de 0,2 du PIB à 0,5. S'il s'agissait donc de sauver le système par répartition, le gouvernement pouvait faire le choix de maintenir son effort de contribution. Pour ce gouvernement, en réalité, il semble plus approprié de faire payer 2 fois cette réforme aux Français. La LFR-SS pour 2023 a ainsi décidé de fermer 5 régimes spéciaux, dont notamment le régime spécial de retraite de la RATP pour les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023. L'argument du gouvernement pour fermer les régimes spéciaux était leur coût, supporté par les Françaises et les Français. Ces fermetures ont pour première conséquence d'accélérer le vieillissement de la population du régime et d'augmenter le déficit de ce régime qui, avec moins de cotisants, doit néanmoins continuer à verser les pensions des retraités actuels et de ceux à venir. L'étude d'impact de la LRFSS indiquait bien que le ratio démographique de ces régimes serait dégradé compte tenu de la réduction du nombre de cotisants et leurs besoins de financement s'en trouveraient accrus, sans toutefois aborder les moyens de répondre à ce nouveau besoin de financement. Pour 2024, ce surcoût semble se traduire par une augmentation des autorisations d'engagement pour la RATP à hauteur de plus 9,35% par rapport à 2023.
Le schéma de financement de ces fermetures trouve sa traduction à l'alinéa 22 de l'article 9 du PLFSS pour 2024, et contrairement à ce qui se laisse se dire ici ou là, et qui d'ailleurs n'a pas été clarifié hier, rien n'a bougé. Cet article 9 vise en effet à assurer, je cite, la bascule à compter de 2025 de l'équilibrage de ces régimes vers le régime général, ainsi que la mise en place d'une convention prévoyant la participation de la GIRC-ARCO à cet équilibrage. Concrètement, afin d'assurer que le financement de ces régimes, différentes ressources leur sont affectées selon l'ordre de priorité suivant, les cotisations et contributions sociales, mais nous savons qu'elles se réduisent d'année en année en raison de l'accroissement exponentiel des exonérations. À défaut de recettes propres suffisantes pour couvrir leurs dépenses, les régimes mobiliseront en premier lieu les réserves qu'ils ont, le cas échéant, constituées. Et à défaut de fonds propres suffisants pour couvrir les dépenses, les régimes intégrés bénéficieront d'une dotation d'équilibre du régime général, comme pour l'ensemble des régimes déjà intégrés à ce dernier. Enfin, outrepassant la gestion paritaire du régime, le texte prévoit que la GIRC-ARCO participera durablement au financement des régimes spéciaux fermés par la dernière réforme à compter de 2025 au plus tard. L'alinéa 22 de l'article 9 du PLFSS prévoit en effet que la contribution de la GIRC-ARCO sera fixée dans une convention approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, je cite, au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails qui expliqueraient à quel point cette réforme a un impact que doivent assumer les partenaires sociaux dans la GIRC-ARCO. À défaut d'une telle convention, un décret fixera le montant de cette contribution. Autrement dit, il n'y a aucune marge de négociation laissée à la GIRC-ARCO et ce gouvernement compte bien détourner les cotisations des salariés du privé pour répondre à des conséquences financières de la réforme des retraites. Merci. Je vais maintenant prendre les questions des députés. Monsieur Frey. Voilà, je crois que c'est fait. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, je souhaite vous interroger sur l'ENIM qui gère le régime spécial des marins. Le 18 septembre 2023, la Cour des comptes a fait part de son inquiétude sur la situation préoccupante de l'établissement qui semble subir de plein fouet la gestion d'un régime complexe au financement déséquilibré. Celui-ci ne devant sa survie financière qu'à la solidarité nationale à hauteur d'environ 800 millions d'euros par an. Les difficultés mises en évidence sont multiples. On constate de manière assez surprenante que l'assiette de cotisation n'est pas fondée sur le salaire réel des marins, mais sur des salaires forfaitaires qui ne correspondent pas aux rémunérations effectivement perçues. La Cour souligne également que les recettes et les dépenses de l'ENIM font l'objet d'un défaut de contrôle et que la lutte contre la fraude aux cotisations est insuffisante. Enfin, s'agissant de l'application de la déclaration sociale normative dans le secteur maritime, on constate qu'au 31 janvier 2021, seulement 40% des employeurs avaient effectué une déclaration alors que le secteur avait bénéficié d'un délai. Madame la rapporteure, face à ces multiples problématiques, je souhaite connaître votre opinion sur la situation de l'établissement et sur les évolutions potentielles à mettre en œuvre. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, permettez-moi de vous interroger sur le programme 195 et plus particulièrement sur le fonds spécial de retraite de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Notre commission, à la suite de l'examen ici même de cette mission, avait lancé une mission flash sur les dysfonctionnements constatés localement que vous aviez bien voulu nous confier avec ma collègue Hélène Zannier. Nos conclusions présentées le 12 mai 2021 avaient pointé une méconnaissance du régime par les acteurs censés renseigner les futurs retraités. Nous avions, avec ma collègue, fait des recommandations. Parmi celles-ci, la nécessité d'un guichet unique. J'ai échangé récemment avec des concitoyens concernés par ce régime. Les difficultés perdurent. Je souhaite profiter de cette mission pour relayer leurs inquiétudes légitimes sur les retards à corriger, leur nombre de points à GIRC-ARCO, à leur donner une meilleure visibilité et de la fiabilité dans l'intégration de la période du raccordement au moment du raccordement. Permettez-moi de citer un témoignage reçu cette année d'un retraité concerné. Je me pose la question de ce qui a changé depuis la remontée de ce problème à votre commission. Tout ceci a-t-il donné lieu à un protocole quelconque où les choses vont-elles perdurer telles que je les ai vécues? En effet, je vois certains anciens collègues qui, 4 ans après, ne sont toujours pas à jour et continuent de galérer. D'autres encore en activité se battent pour mettre à jour. Vous l'avez maintenant compris, je m'interroge sur la portée de votre action au sein de la commission, avec toujours cette impression qu'une fois un dossier traité, la chemise est refermée. Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, pardon, avez-vous interrogé les parties prenantes sur ces mesures? Monsieur Alauzet. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, je me suis concentré sur votre propos liminaire. Je constate que nous pouvons faire un certain nombre de constats communs, comme celui d'un système généreux, avec un niveau de vie des pensionnés supérieur à celui des actifs, c'est assez rare en Europe, avantage qui va s'éroder. Aussi, il est contradictoire de faire ce constat et d'affirmer que le régime est équilibré. En tout cas, il ne l'est pas dans le temps, et c'est la raison pour laquelle la situation des pensionnés va se dégrader progressivement en comparaison
avec les actifs. Concernant les pistes d'amélioration, nous constatons également ensemble que notre système s'améliorera ou se maintiendra à condition que plus de personnes se retrouvent au travail. Là, on doit faire le constat des résultats obtenus par le gouvernement et cette majorité, augmentation du taux d'emploi, baisse du chômage. D'ailleurs, le report de l'âge à 64 ans va mécaniquement contribuer à cet enjeu. Enfin, vous revenez sur votre marotte, plus exactement sur vos deux marottes. La première étant celle de l'immigration et d'un choix supposé de la majorité de combler la baisse de natalité par un encouragement à l'immigration. Merci. Déjà ? Eh oui. Oh, vous êtes dure, Madame la Présidente. Je vous redonne 5 secondes pour poser votre question. Non, Une question non, voilà, c'est une marotte, il n'y a qu'une seule proposition au RN, on le sait depuis longtemps, depuis le débat dans l'hémicycle. Merci. Monsieur Le Gag. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, merci pour votre rapport. Je voudrais à mon tour dire quelques mots sur le régime spécial des marins, celui de l'ENIM. C'est vrai que beaucoup de mes collègues députés commentent le rapport de la Cour des comptes qui a eu lieu en début d'année, en mars 2023, qui dit un certain nombre de choses. Bon, je voudrais quand même rectifier deux, trois choses. D'abord, les marins-pêcheurs ne sont pas des fraudeurs. Ensuite, si effectivement le régime de l'ENIM doit évoluer et que le régime spécial des marins doit être accompagné dans ses mutations, il faut faire une concertation avec les professionnels du secteur maritime. Et s'il faut effectivement refonder un certain nombre de fondamentaux du régime relatifs à l'assiette de cotisation, à l'acquisition de certains points, et qu'il faut moderniser sans doute, il faut faire bien attention que s'il y a un salaire forfaitaire et réel, c'est bien, il y a une très grande variabilité des revenus du marin-pêcheur. Et surtout en ce moment, la pêche connaît sa crise la plus grave, et parfois on gagne de l'argent beaucoup à la pêche, mais parfois on en perd aussi beaucoup, et il y a très peu de revenus. C'est pour ça que le salaire forfaitaire a été créé. Donc voilà, prenons en compte les spécificités, s'il vous plaît, du secteur de la pêche. Et d'ailleurs, les ministres, en 2020, n'avaient pas remis en cause le système de l'ENIM. Merci. Merci. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente, merci à vous tous de vos questions. Je vais essayer d'y répondre. Madame Vidal, vous avez abordé différents points. Et comme moi, vous êtes tout à fait d'accord pour penser qu'il faut diversifier les sources de financement et chercher des solutions communes. Je crois que c'est à peu près ce qui ressort de toutes vos questions aujourd'hui. J'en suis ravie. De toute façon, la situation s'impose à nous et il faut que tous ensemble, nous trouvions des solutions. Peut-être vous avez abordé, Madame Vidal, le problème du fait que ces sources de financement, et par la natalité en particulier, seront reportées de 20 ans. Ce que nous avons découvert d'une manière plus importante que nous aurions cru à la suite des auditions qui ont porté surtout sur la partie thématique, ça a été que la dénatalité, la baisse de natalité tout à fait fulgurante, puisque c'est presque en 10 ans 100 000 naissances par an qui sont impactées, ça va très très loin, c'est extrêmement violent, c'est inédit et c'est durable. Et qu'il y a de multiples facteurs qu'il va falloir analyser, bien entendu, pour trouver les solutions adaptées à chaque cause. Mais une était aussi, c'était qu'il y a 20 ans, il y a déjà eu une baisse de la natalité. Donc, par définition, moins de femmes aujourd'hui pour faire des enfants, puisque la population était elle-même déjà un peu diminuée il y a 20 ans. Toutes ces encoches se retrouvent d'ailleurs sur la pyramide des âges. Et là, malheureusement, ce n'est pas une petite encoche, c'est une encoche durable qui pratiquement mange tout le pied de la pyramide des âges. Alors oui, bien sûr, c'est un effet retardé, mais rien n'empêche qu'aujourd'hui, nous fassions pour demain et que nous poussions à cette natalité. Madame Lavalette, vous dire que je suis d'accord avec vous ne vous étonnera pas. Monsieur Viry, vous avez parlé d'un financement durable ou d'un déficit durable. À mettre sur le tapis, pour vous, tout ça doit être parfaitement détaillé. Alors, vous m'avez posé comme question le chiffrage de la part fiscale supplémentaire entière au deuxième enfant. D'après les chiffrages que nous avons pu avancer, ce serait sans doute entre 650 à 1 500 euros d'impôts par an et par enfant qui seraient à peu près à mettre en place pour pouvoir faire face à cette mesure-là. C'est un coût élevé, à ceci près qu'il faut raisonner aussi dans le temps long, à savoir que peut-être la disposition d'aujourd'hui apportera plus de possibilités demain, avec plus de personnes en activité, plus de cotisants et plus de personnes qui sont à fournir de l'énergie pour notre société. Vous m'avez aussi posé une question concernant la revalorisation des retraites. Est-ce que c'était suffisant ?
Évidemment non, c'est, comment dirais-je, vote positif ne vaut pas acceptation forcément de la totalité du contenu d'un dossier, et en tout cas ce n'est pas un soutien politique du tout. Il apparaît que c'est bien évidemment dans certains cas la nécessité de voter pour un dossier et pas forcément pour la totalité de son contenu. Monsieur Falorni, vous avez fait apparaître quelque chose qui a été très nettement dit dans le, comment dirais-je, dans les auditions, qui est un phénomène qui est manifestement révélé depuis peu d'ailleurs, qui a été pris en compte que depuis cet été, qui est le fait de pouvoir faire apparaître la différence entre tout ce qui apparaîtrait pour des formes de subvention, d'un financement classique des retraites. C'est fondamental et un des amendements présentés par M. Mournet va aller dans le sens de ce distinguo entre la partie subvention, entre guillemets, et financement propre, parce qu'il faudra le faire apparaître avant même de présenter des tableaux d'équilibre. C'est fondamental, ça reste un point qui va être en débat. Nous avons à ce propos interrogé plusieurs personnes. Nous avons vu M. Lebras, nous avons vu M. Beaufray, nous avons vu le ministre Bayrou. Et assez étonnamment, il nous a été dit par le président de la Caisse des dépôts et consignations qu'à ce jour, le problème n'était pas complètement tranché et que nous en étions encore à une polémique académique. Dont acte, je crois que cette polémique académique, bien posée, bien faite, pourra peut-être, et je l'espère d'ailleurs, par l'amendement qui a été proposé par M. Mournet et pour lequel je suis favorable, nous pourrons avancer pour la clarté des comptes. Monsieur Khaliffer, vous avez fait apparaître, mais vous aussi et d'autres aussi, quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que nous sommes à une période où nous devons régler concomitamment deux problèmes de fond. Le problème de notre système de retraite par répartition, auquel tout le monde tient, bien évidemment, et à côté de ça, les régimes spéciaux, qui sont, eux, totalement le poids de l'histoire. Et un poids très ancien, puisque les marins du roi, dès le XVIIIe siècle, avaient déjà la possibilité d'avoir des pensions. Donc c'est extrêmement ancien, et c'est une construction qui s'est faite à partir de 1830 à peu près, les patrons chrétiens sociaux, et qui s'est petit à petit structuré jusque dans les années 25, en 46 et jusqu'à nos jours. Et nous avons à régler la fin de ces régimes spéciaux parce que ça correspond à des professions qui ont terriblement muté, et en même temps le régime général qui lui aussi a ses problématiques. Donc il faut trouver un équilibre extrêmement difficile dans tout ça. Et oui, le système par répartition doit être, doit être préservé. Et oui, il faut trouver des solutions à la fois préservant les spécificités auxquelles chaque professionnel tient beaucoup, et à la fois l'équilibre des comptes. Quand des régimes sont subventionnés, entre guillemets, jusqu'à 95%, il faut savoir qu'il faut aussi trouver des solutions médianes. Alors oui, nous avons parfaitement conscience de ça. Lorsqu'il a été évoqué une capitalisation collective, c'était une réflexion uniquement sous la forme qui a été celle du Fonds de réserve des retraites, c'est-à-dire quelque chose qui était parfaitement contrôlé par l'État et pas du tout dans un système privé, je veux dire. Donc c'était vraiment une réflexion, sachant que pour abonder le Fonds de réserve de retraite, pour arriver à avoir une sorte de matelas de sécurité sur lequel on puisse compter, eh bien, il faudrait abonder ce fonds dans des proportions qui sont difficiles à atteindre en ce moment. Monsieur Christophe, vous avez fait apparaître le poids du déséquilibre, évidemment. C'est tout à fait ça, c'est ce que je vous disais à propos du poids de l'histoire pour les régimes sociaux. Il faut trouver une solution qui soit la solution, j'allais dire, la moins mauvaise, parce que rien n'est aisé, on est bien d'accord avec les paramètres que nous avons. Et c'est pour ça que nous avons proposé d'aborder le problème aussi en amont, puisque ça va se prolonger dans le temps, avec une prise en charge de la natalité pour pouvoir, dans 20 ans... Pardon ? Voilà. Donc, comment dirais-je, et pour arriver à gommer un petit peu le poids du déséquilibre, pour arriver très rapidement à une extension et au passage, comment dirais-je, à la possibilité de limiter les dégâts. Monsieur Dharréville, vous avez parlé de, comment dirais-je, vous avez parlé du problème de la retraite et tous les débats que nous avions en début d'année, je le comprends bien. Vous avez aussi soulevé le problème de l'Agirc-Arrco, pour lequel hier soir, quand nous nous sommes quittés, nous n'avions pas franchement de réponse. Je suis d'accord avec vous, mais comme vous, nous attendrons d'y voir plus clair. C'est bien évidemment un régime qui doit être protégé dans la totalité. Par la suite, M. Frey aussi a parlé de... Comment dirais-je, M. Frey, vous avez parlé de
la caisse des marins et de la situation de la caisse. Alors, il apparaît, et ça c'est une de mes marottes, comme dit M. Alauzet, et j'en ai pas qu'une, M. Alauzet, j'en ai plusieurs, celle de lire depuis 1996 les rapports de Cour des comptes, scrupuleusement, tous les mois de septembre, puis maintenant on a droit au mois de juin, et puis maintenant mai-juin, et d'apercevoir qu'il est absolument stupéfiant que la Cour des comptes pointe, à n'en plus finir, des problèmes de contrôle interne, et que, pratiquement 25 ans après, nous ne sommes toujours à devoir entendre parler de contrôle interne. Alors, ça se conçoit peut-être pour ces caisses qui sont des caisses qui ont dû avoir des mutations qui étaient plus centrées sur le côté professionnel que sur le côté comptable. Il faut espérer que tout ça se remette en place pour que nous arrivions à un passage qui se fasse dans la mesure du possible, avec le moins de désagréments possible pour les agents qui bénéficient de ces caisses. Monsieur Bazin, ben oui, il y a des retards à corriger tout ça. Et vous m'avez posé une question spécifique sur les mines. Nous avons, nous, dans nos auditions, donc je n'ai pas auditionné, je vous le dis tout de suite, nous avons fait une audition qui était sur la partie thématique, moins sur la partie, voire même pratiquement pas sur la partie budgétaire pure, si vous voulez. Et donc, je ne peux pas vous répondre à votre question, j'en suis désolée. Mais en plus, ce serait peut-être à Monsieur le ministre d'aller plus loin dans la réponse qu'il veut vous donner. Voilà, Monsieur Alauzet, nous avons un constat partagé au niveau des retraites qui ne sont pas forcément assurées dans le temps, et notre position sur l'immigration. En fait, si vous voulez, je crois qu'il faut on va ramener à autre chose qui a été une analyse qu'il va peut-être falloir que nous allions, Madame la Présidente, pousser encore plus loin à la suite du rapport de la mission Gage et Ferracci sur les exonérations des cotisations sociales. Et je ne partage pas du tout leurs conclusions concernant les bas salaires, eux disent il n'y a pas de trappe à bas salaire. Il apparaît malheureusement que la conjonction de différents facteurs, et c'est eux qui l'ont pointé d'ailleurs, à la fois des bas salaires qui peuvent recevoir énormément d'exonérations d'un côté, et d'autre part des dispositifs comme la prime d'activité, risquent de bloquer le système complètement. Personne, ni l'employeur, ni l'employé, n'ayant intérêt à augmenter les salaires. Et comme par hasard, on s'aperçoit que c'est dans les 5 ou 6 domaines où il y a des métiers dits en tension et où l'immigration veut nous être proposée comme une solution. Et du même coup, si vous voulez, il faut impérativement que nous examinions de très près, savoir si oui ou non ce sont des trappes à bas salaire, parce que si nous nous trompons, nous allons de facto continuer de laisser des salaires à la baisse, ce qui serait tout à fait insupportable. Voilà, quant à Monsieur Le Gac, vous avez aussi parlé de l'ENIM, monsieur. Bien évidemment, c'est une crise, il y a un moment difficile à passer. Il faut respecter profondément, comme vous, nous sommes battons, et particulièrement à l'Europe, nous nous battons beaucoup. Notre groupe se bat à l'Europe pour préserver la pêche française, et nous serons donc très attentifs à la suite. Comptez sur nous. Merci beaucoup. Merci. La mission régimes sociaux et de retraite ne fait pas l'objet d'amendements de crédit. Madame la rapporteure, votre avis sur les crédits de la mission ? Favorable, Madame la Présidente. Merci. Je mets aux voix les crédits de la mission régimes sociaux et de retraite. Qui est pour les crédits ? Qui est contre ? La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission. Et nous en venons à l'examen d'amendements après l'article 55 rattaché à la mission. Amendement 25 de Monsieur Mournet. Merci, Madame la Présidente. Si vous en êtes d'accord, je peux défendre le 25 et le 26 en même temps. Très bien, merci. Qui concerne la partie régimes sociaux de retraite. D'abord, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Ces amendements ne visent en aucune manière à remettre en question le régime spécial des marins, ni à déconsidérer cette profession difficile, et en particulier sur les pêcheurs, dont le niveau de sinistralité est le plus élevé. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à ne pas les embarquer dans la réforme des retraites. Pour autant, nous avons un rapport de la Cour des comptes qui est sorti cette année, très documenté, très fouillé. J'ai pu échanger moi-même avec les rapporteurs, les confronter avec l'ENIM, avec les différents cabinets ministériels, et qui pointent des sujets qui permettraient de simplifier les choses et de peut-être mieux contrôler. Il y a deux sujets en vérité.
il y a un problème de catégorie. Aujourd'hui, il y a 20 catégories, dont certaines sont totalement obsolètes. Pour vous amuser, il y a encore des écrivains publics, des ascensoristes, alors que 95% des pensionnés sont dans 5 catégories. Donc, il est de bon sens d'aller cheminer progressivement vers une simplification, mais ça ne pourra pas se faire d'un coup. Il faut une concertation avec les partenaires sociaux. Nous en avons discuté avec les affaires maritimes et le cabinet travail. Donc, le premier amendement 25, c'était un amendement d'appel pour commencer à travailler à cette simplification. Et pour ma part, dans mon rôle de rapporteur spécial, côté Parlement, j'y contribuerai naturellement. L'amendement numéro 26, qui me paraît plus criant encore et qui porte sur le contrôle. Parce qu'il y a eu un changement, une réforme. Maintenant, le contrôle se fait théoriquement a posteriori. Et la Cour des comptes nous dit malheureusement qu'il se fait plus beaucoup, avec un partage des tâches théoriques entre l'URSSAF, Poitou-Charentes et l'ENIM, qui est loin d'être clair, et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de garantie que les pensions soient versées véritablement à bon droit. Donc cet amendement 26, il permettrait à l'administration de s'y pencher, d'y travailler, pour améliorer les choses. Je pense qu'on est tous attachés à ce que les prestations puissent être versées à bon droit, et en plus c'est un travail qui pourrait être lui-même préparatoire à des avancées sur le volet des catégories. Je vous en remercie. Merci. Madame la rapporteure. C'est un avis favorable et en l'occurrence, on traite aussi les deux amendements. Si vous, je vous donne. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, avis favorable pour vos deux amendements, Monsieur Mornay. Merci. Monsieur Legac, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, merci. Moi, je ne voterai pas ces deux amendements. Je pense que ce n'est pas le bon canal. On est aujourd'hui sur le PLFSS, sur la mission régimes sociaux et de retraite, et je ne pense pas qu'on puisse aborder cette question par deux amendements. Certes, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le régime de l'ENIM évolue. La Cour des comptes a fait un certain nombre de recommandations. Mais je ne pense pas que ce soit le bon canal, encore une fois. Avant de voter ces amendements et avant de les proposer, je pense qu'il faut une concertation plus large avec, surtout en ce moment, encore une fois, je le répète, l'ENIM est un régime très particulier qui tient compte de la sujétion très particulière des marins qui, en ce moment, en plus, connaissent une crise sans doute parmi la plus grave de leur histoire. Ce n'est pas simplement une crise conjoncturelle, mais bien structurelle. Et donc, ici, d'aborder par la voie de deux amendements la possible modification, en tous les cas l'évolution du régime. Bon, voilà, moi je ne voterai pas ces deux amendements. Merci. Merci, Madame Vidal. Merci, Madame la rapporteure. Je pense que sur ces deux amendements, le 25, comme l'a dit le présentateur des amendements, est un amendement d'appel. Le 26, donc personnellement, au nom du groupe, je n'y serais pas favorable, mais le 26 est beaucoup plus pertinent parce qu'il va le permettre de rentrer dans le sujet qui mérite d'être exploré. Donc, on sera pour l'amendement 26. Plus de demandes de prise de parole. Je vais mettre aux voix ces deux amendements. Pour l'amendement 25, qui a reçu un avis favorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Pour l'amendement 26, qui a reçu également un avis favorable, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Merci. Nous poursuivons avec le... Merci, Madame. Pardon, je ne vous ai pas encore donné la parole, Monsieur Mornay. Il faut que je valide d'abord les crédits. Le compte d'affectation spéciale pension ne fait pas l'objet d'amendement de crédit. Madame la rapporteure, votre avis sur les crédits du compte d'affectation spéciale? Avis favorable, Madame la Présidente. Merci. Je mets aux voix les crédits du compte d'affectation spéciale pension. Qui est pour? Qui est contre? Les crédits sont adoptés. La commission émet donc un avis favorable à l'adoption des crédits du compte d'affectation spéciale. Nous en venons donc à l'examen des amendements sur les crédits pensions. Après l'article 55, amendement 27 de Monsieur Mornay. Merci Madame la Présidente. Donc sur ce CAS pension qui concerne les retraites des fonctionnaires civils et militaires de l'État, c'est un CAS donc, qui par définition est équilibré au titre de la convention EPR d'équilibre permanent des régimes, mais qui lui-même a un sujet d'équilibre propre. Et parfois on l'oublie un peu. C'est pour ça que certains
comme M. Beaufret ou le haut-commissaire avaient pu pointer une subvention cachée ou un déficit caché des retraites. En tous les cas, c'est d'affirmer que, évidemment, les retraites ne financent pas les autres services publics, mais c'est bien la solidarité nationale qui, pour une part, finance les retraites. Ce n'est pas un jugement de valeur du tout, mais cet amendement vise à aller vers plus de transparence pour le Parlement, en essayant de détourer ce qui relève d'un taux de cotisation employeur normal, pourrait aller sur une cible, par exemple, de la CNRACL pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, et de ce qui relève d'une pension d'équilibre. Aujourd'hui, des taux facialement appliqués de 74% sur le civil et 126% sur le militaire sont artificiellement plus élevés. Donc c'est un exercice de transparence que cet amendement. Ah, pardon, je vous ai un peu coupé la parole un peu vite. Madame la rapporteure. Avis favorable. Je mets aux voix. Monsieur Turquois. Bonjour Madame la Présidente, merci. Moi je trouve cette proposition intéressante. Ça permet de donner de la visibilité, de la clarté, et puis ça a un effet pédagogique. Les retraites de la fonction publique représentent une dépense importante, elles sont légitimes, mais de l'expliciter dans le budget me paraît une bonne chose. Donc moi j'y serais favorable. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 27 qui a reçu un avis favorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement 28, Monsieur Mournet. Merci Madame la Présidente. Alors là, il s'agit de finir, si on peut dire, la convergence entre les taux de cotisation salariés du secteur privé et du secteur public. Il y a un écart encore de 0,30 la question va se poser dans les années qui viennent, puisque l'équilibre du CAS pension est en projection déficitaire. Il y aura donc une question d'augmenter la subvention d'équilibre de l'État. Il y a un effet de la réforme des retraites, mais il y aura aussi à finir cette convergence. Et donc il s'agit là d'un amendement d'appel pour commencer à y travailler et à lancer la concertation avec les partenaires sociaux. Madame la rapporteure. Oui, c'est un avis défavorable. Alors, j'entends bien, Monsieur Mournet, qu'il s'agit là d'un amendement d'appel, mais cela mérite quand même quelques explications. Concrètement, les pensions des fonctionnaires de l'État sont financées par des retenues pour pensions assimilables aux cotisations salariales et des contributions employeurs de l'État assimilables aux cotisations patronales. Concernant les cotisations salariales pour les fonctionnaires et militaires de l'État, ce taux s'élève à 11,10, soit 0,24 points de moins que celui des salariés du privé, qui est à 11,31%. Ceci fait suite aux revalorisations intervenues en application des accords Agirc-Arrco de 2013 et de 2015. Et sur ce sujet, je souhaite faire 3 remarques. Premièrement, il s'agit d'un rapport supplémentaire pour une finalité pourtant claire, qu'est l'alignement des taux de cotisation salariale entre la fonction publique de l'État et le privé. Deuxièmement, cette augmentation, même infime, serait une fois encore supportée par les agents et pèserait sur leur pouvoir d'achat en ces temps de forte inflation. Et enfin, si des évolutions devaient intervenir, ce qui peut se concevoir, la priorité ne semble pas être le taux de cotisation salariale, mais bien davantage le taux des cotisations patronales, entre guillemets, qui sont à la charge de l'État, puisque ce taux est exorbitant par rapport à celui du privé. Il est payé par l'État pour assurer l'équilibre des comptes d'affectation spéciale pension. Rappelons qu'il s'élève à 74% pour les fonctionnaires civils de l'État et 126% pour les militaires, selon le Haut Commissariat au Plan. C'est donc pour tout cela que j'ai un avis défavorable. Oui, Monsieur Di Filippo. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un sujet de fond vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte que le système de retraite, et d'autant plus le système public aujourd'hui, n'est pas viable. Et l'épisode dramatique de l'Agirc-Arrco, et je suis content que le gouvernement finalement ait fait machine arrière, montre que l'alternative, ça aurait été à un moment donné de ponctionner des complémentaires, donc les cotisations des salariés du privé, pour venir équilibrer ce système-là, même indirectement. Donc ça veut dire, je suis d'accord avec vous, il y a une réflexion qui doit s'enclencher. Est-ce que c'est le salaire net des fonctionnaires qui doit baisser? C'est difficile dans la période actuelle où on veut revaloriser le travail. Et en ce sens,
Je suis votre avis sur cet amendement, mais le problème de fond reste dramatiquement posé, parce que si c'est les cotisations, entre guillemets, employeurs, hein, je veux dire au sens de l'État, eh bien, ça veut dire qu'on va creuser les déficits encore davantage. Donc, on a devant nous une impasse de notre système de retraite que la réforme du printemps dernier n'a absolument pas résolu, et les déséquilibres démographiques à venir ne vont faire qu'accroître ce problème-là. Donc, le problème est encore bien plus profond que celui du taux des cotisations. Madame Vidal. Merci, Madame la rapporteure. La question qu'aborde cet amendement est effectivement fondamentale, puisque, comme je le disais dans mes propos liminaires, le compte pension sera déficitaire à partir de 2026, n'ayant plus d'excédent cumulé pour absorber les déficits annuels. Donc il y a vraiment besoin d'une réflexion de fond sur ces sujets, et je ne pense pas que ce rapport permettra d'aborder l'ensemble des questions autour de cet équilibre indispensable à trouver, et donc je ne suis pas non plus favorable à cette demande de rapport. Monsieur Turquois. Merci Madame la Présidente. Moi je trouve l'idée, c'est un rapport, l'idée du rapport pertinente. Il y a quand même la pension, le montant de la pension révèle quelque part l'effort d'épargne via les cotisations qui est fait tout au long d'une vie. Et autant dans le privé on le voit, autant dans le public on le voit pas, parce qu'il y a une déconnexion totale avec l'État qui contribue massivement. Il n'y a pas cet effort de cotisation au même niveau. Donc de réfléchir sur comment on peut faire converger, parce que j'entends les propos de la rapporteure en disant ça va impacter le pouvoir d'achat des fonctionnaires concernés. Et donc il faut le faire de façon extrêmement progressive, mais ça aurait du sens, et ça permettrait, s'il y avait un effort supplémentaire de la part des agents publics, eh bien de diminuer la proportion qui est financée par le reste de la collectivité. Donc un rapport sur le sujet me semble très pertinent. Merci. Il n'y a plus de demande de prise de parole. Je vais donc mettre aux voix l'amendement. Qui est pour l'amendement 28 ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous avons terminé l'examen. Mes chers collègues, notre prochaine réunion aura lieu mardi prochain à 17h15. Nous entendrons le ministre Olivier Dussopt sur la mission Travail-Emploi et nous prendrons connaissance des travaux de notre rapporteur pour avis, Stéphane Viry. À tout à l'heure dans l'hémicycle.